It now gives me great pleasure to invite to the podium to address us the first Socialist Prime Minister of Belgium in a decade, if not longer. Elio Di Rupo, you have the floor. Tout d'abord, mes chers amis, merci de m'accueillir et soyez les bienvenus à Bruxelles. Et un mot à l'égard de Sergueï, félicitations pour tout le travail accompli, mais surtout pour tout ce que tu vas devoir faire. Et un mot aussi pour Philippe Cordery, qui va rejoindre les rangs du Parlement français. Bon succès. Là non plus, il ne manque pas de pain sur la planche. Mes chers amis, ce qui a été dit à l'égard de notre parti est d'une très grande importance. Nous sommes la famille politique qui représente peut-être le plus d'espoir au niveau européen. Et en préparant quelques lignes pour le message que je voulais vous adresser, je me disais, je vais être lénifiant, c'est-à-dire raconter toujours les mêmes choses, on est bien, on doit faire mieux, nous sommes les plus beaux, les plus forts. Mais au fond de nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Ou bien est-ce que je tiens aux amis un discours qui dérange un peu? J'ai choisi de déranger. Alors, quelques mots sur la Belgique, sur mon pays. Vous savez, nous avons mis 541 jours pour former le gouvernement avec une coalition de 6 partis politiques et une autre de 8 pour les réformes institutionnelles. On ne doit pas être ni plus bête ni plus méchant que la moyenne des femmes et des hommes politiques dans le monde. Si on a utilisé 541 jours, c'est qu'il y a des raisons profondes. Et pour résumer les raisons profondes, notre Parlement compte 150 députés, 88 néerlandophones, 62 francophones, et dans les 88 néerlandophones, aujourd'hui, il y a 40 indépendantistes. 40 indépendantistes, ce qui veut dire qu'il suffirait qu'il y en ait 4 de plus pour que nous soyons dans un tout autre univers au cœur de l'Europe. Parallèlement à ça, quand nous avons formé le gouvernement, il y a 10 mois, le premier travail a été d'entreprendre des réformes majeures dans le domaine des pensions, dans le domaine du marché du travail, de la justice, mais surtout sur le plan budgétaire. Nous avions des taux d'intérêt comparables à ceux de l'Italie et de l'Espagne aujourd'hui. On était bien au-delà de 5% pour les emprunts à 10 ans. Nous avions un spread qui était au-delà de 300. Aujourd'hui, nous avons un taux d'intérêt de 2,5, 2,6%, un spread d'environ une centaine, 100, 110. La différence est considérable. Nous avons dû assainir 13 milliards en un an, en une seule fois, ce qui représente dans la capacité réelle du niveau fédéral, parce que nous avons des régions très fortes avec des budgets, au niveau fédéral, ça représente un effort d'assainissement qui représente environ 10% de la capacité budgétaire du pays. Je ne sais pas si, dans vos pays respectifs, vous imaginez ce que représente en un an un effort de 10%. Nous devons continuer, on va continuer, mais là, premier élément majeur pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, l'élément majeur, c'est faire la différence entre la rigueur budgétaire, l'assainissement nécessaire
et l'austérité. L'expérience que nous voyons dans un certain nombre de pays, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit sur la Grèce, mais qui reste un drame humain sans nom. Mais si nous ne regardions que le Portugal, que l'Espagne, que l'Italie, avec ce qui se produit pour le moment, une chose est certaine, et de plus en plus d'économistes, en ce compris des économistes de pensée libérale, estiment que l'austérité poussée à son extrême conduit elle-même la décroissance et la stagnation économique qui elle-même engendre des difficultés qui nécessitent à nouveau de faire des efforts. Et donc, nous sommes dans un moment charnière où nous constatons que par rapport à ce qu'il a été nécessaire de faire, il faut l'Union européenne dans son ensemble, et sans entrer dans le détail, reste convaincue que l'austérité est la solution. Certains services de la Commission ne dérogent en rien aux règles. Je pense qu'il y a là un vrai souci. Et pour vous parler avec une image, j'ai comme le sentiment qu'à l'Union européenne et surtout au sein de la zone euro, on a mis la corde autour de son cou et on prend plaisir à tirer sur la corde. Nous sommes en train d'étouffer, mais on voudrait encore aller plus loin. Alors, je suis contre le laxisme, je suis pour la rigueur budgétaire, c'est indispensable, on doit atteindre l'équilibre dès que possible, mais il y a une appréciation en termes économiques, et je reviens à mon pays aussi en termes de risque, quand on a des populistes et des indépendantistes dans nos pays, il y a là une marge de manœuvre d'appréciation qui n'existe pas et que nous devrions ouvrir. Cette marge d'appréciation est un combat que l'ensemble des responsables du PSE doivent défendre. Un autre élément, toujours à cet égard, la taxe sur les transactions financières. On voit que les lignes bougent un peu. Nous avons au Parlement européen, au Parti socialiste européen, beaucoup agi. C'est le moment d'y mettre un coup. Alors, mes chers amis, un mot sur notre Union européenne. Notre représentante des jeunes vient de l'indiquer. Quand on regarde les chiffres du chômage, et singulièrement du chômage des jeunes, même dans une région comme Bruxelles, nous sommes déjà à 30% de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Si on regarde certains pays comme l'Espagne, c'est 50%. Vous savez, mes chers amis, on peut faire tous les discours que l'on veut, on peut émettre toutes les théories que l'on veut, nous sommes assis sur une bombe sociale. Nous aurons des révoltes. Il est impossible à une société d'avoir sa jeunesse dont le tiers ou la moitié n'a pas d'espoir de futur. C'est impossible. Et ça devrait... ça devrait inciter les responsables politiques de tout niveau à une réflexion d'une autre nature. Parce que vous voyez, l'idéologie, souvent on avait dit que l'idéologie était à gauche, etc., etc. Aujourd'hui, l'idéologie est ailleurs. Et cette idéologie vraiment enserre, empêche d'avoir ces marges de manœuvre nécessaires que j'évoquais tout à l'heure. Je voulais aussi vous dire qu'on a des défis majeurs. Le défi qui n'est pas le moindre, outre ce chômage des jeunes, c'est la zone euro, pour faire simple. La zone euro, et au niveau européen, on a le prochain cadre budgétaire, l'approfondissement, mais je voudrais vous faire part d'un double sentiment. D'abord, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons, et quand on voit les autres grandes zones du monde, que ce soit les États-Unis, l'Amérique du Sud, la Chine, l'Inde, les autres pays d'Extrême-Orient. Enfin,
il ne faut pas avoir fait Oxford, Cambridge et d'autres grandes universités pour se rendre compte que chez nous, ça ne va pas. On a un haut niveau de prospérité, je vais y revenir en terminant, on a un standard de vie exceptionnel, mais pour l'heure, nous sommes dans le lac, nous sommes dans la stagnation, et on ne peut pas rester dans cette stagnation. Beaucoup d'économistes réfléchissent, mais c'est vrai que nous devrions, et j'aime pas tous les grands mots, mais une espèce de New Deal à l'européenne, une réflexion globale, à l'instar de ce qu'on a connu après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut quelque chose. En Europe, ou juste après la première crise entre les deux guerres, il nous faut quelque chose qui réellement fasse qu'il y ait un saut qualitatif en dehors des six-packs, des two-packs, des plomberies packs, des six-packs et de two-packs. Ben là, ouais, d'accord, tout ça est bien, mais ce n'est pas avec cela que l'on gouverne une société et que l'on fait avancer la société. Un autre élément important dans ce contexte, c'est ce que j'appellerais la surveillance du monde bancaire et financier. Sans entrer dans le détail, je regardais encore le bilan des banques. Dans mon pays, ça représente 300-320% du produit intérieur brut. Dans certains pays, ça va jusqu'à 600-700% du produit intérieur brut. Quand on a une masse comme celle-là, vous comprenez qu'il est inévitable qu'il y ait une relation entre la situation, entre la gestion des institutions bancaires et la santé économique et budgétaire d'un pays. Mais cette liaison est quelque chose d'horrible. C'est ça qui a conduit bon nombre de pays, je prends l'Irlande, je prends l'Espagne aujourd'hui, la Belgique et d'autres, cette relation qui s'est établie, tant la masse est importante entre la gestion des banques et les États, est une relation que nous devons rompre. C'est d'ailleurs, sans le dire, ce qu'on tente de faire au sein de l'eurozone quand on a pris les mesures que nous avons prises. Et quand on sait qu'il y a une logique propre, vous savez, beaucoup de gens de droite disent il suffit d'avoir de l'austérité, automatiquement les marchés répondent positivement. Mais les marchés, ils ont leur logique. La logique est simple, c'est la maximalisation du profit d'une manière instantanée. Aujourd'hui, les robots informatiques font des opérations 1 million de fois plus vite qu'un être humain, qu'un trader humain, 1 million de fois. Et ils font des milliers d'opérations en 1/1000e de seconde. 1/1000e de seconde. Ça veut dire que nous sommes dans un univers qui a bien sûr sa propre logique. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y ait pas, quand on annonce quelque chose, un jour où ça va bien, un petit soulagement, un petit signal, mais les hauts et les bas de la bourse, mais ce sont des hauts et des bas dans une certaine fourchette, mais fondamentalement, ce sont des univers différents. Il y a l'univers humain et il y a l'univers de l'argent. Et bien entendu, ce sont des univers qui sont différents et qui interfèrent. Et donc, la surveillance des institutions financières reste un enjeu important. Sans entrer dans le détail, nous devons continuer à revendiquer une banque centrale européenne qui est une banque centrale de dernier ressort. Il suffit de regarder, et on l'a dit tant de fois, ce qui se passe au Japon, ce qui se passe aux États-Unis. Ils sont nettement plus endettés que nous et ils ont des taux d'intérêt très bas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une banque centrale de dernier ressort et que tout qui veut spéculer sait que si ça ne va vraiment mal, à un certain moment, on fait tourner la planche à billets. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, quand on s'exprime comme ça, les économistes hurlent, disent que nous sommes des gens qui ne comprenons rien.
Je dis que c'est vrai. Moi, écoutez, je suis un modeste docteur en chimie. En économie, c'est vrai, je ne l'ai pas étudié comme on peut le faire à Oxford, mais je sens quand même que les choses ne vont pas comme elles devront aller. Encore un mot, et c'est là où je sais que je vais sur un terrain difficile. Voilà 10 mois que je suis Premier ministre et que je participe aux sommets européens, au Conseil européen. J'en tire une leçon que je ressentais, mais qui est quand même très nette. Autant le Parlement européen est réellement une institution européenne à l'esprit européen, avec des difficultés, le nombre, mais c'est vraiment l'Europe qu'on veut faire avancer. Même la Commission, avec tout ce qu'on peut dire, et si vous vouliez que je parle, j'en ai pour plusieurs heures, donc je préfère ne rien vous dire et garder des relations plus ou moins saines, mais ça reste véritablement une institution européenne. Le Conseil, il en va autrement. Le Conseil est un rassemblement d'intérêts nationaux. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a là une difficulté, et je ne porte pas de jugement, parce que chacun de nous avons une réalité nationale dont nous devons tenir compte. Mais cette réalité nationale fait que l'on a autour de la table certains collègues qui n'ont jamais prononcé le mot Europe. Quand ils s'expriment, c'est le single market. Just single market. For the rest, on dit l'Europe, yes, for the single market. Et donc, je le dis à dessein parce que les 17 pays qui ont l'euro en commun, mes chers amis, c'est l'argent que les citoyens que nous défendons ont dans leur poche. C'est ça qui fait qu'on a la confiance ou qu'on ne l'a pas aux politiques. Moi, je pense très sincèrement qu'il faut réfléchir à avancer avec ceux qui veulent avancer. Et croyez bien, je n'ai pas de dogme et je ne limite pas l'Europe à un espace réduit. Je ne m'oppose pas et je n'oppose pas les 17 aux 27, demain 28, 30, etc. Je ne ferme pas la porte à l'élargissement. Mais je vous en supplie, arrêtons de tenir des discours lénifiants. On va ouvrir, on va harmoniser, on va faire ceci à 27. On n'y parviendra pas. Il y a des intérêts différents parce que la monnaie est différente. Les intérêts majeurs, l'intérêt des gens. Et donc, il faut trouver des mécanismes harmonieux entre les 17 actuels qui ont l'euro et qui avancent avec quelque chose de plus construit, avec la Banque centrale, un gouvernement économique et financier, quelque chose qui tienne la route et qui nous sorte des difficultés, bien entendu, dans un espace qui est un espace politique et économique, essentiellement économique. Ce n'est pas un problème. Mais autant on n'a pas à imposer à un autre ce que l'on veut, mais il est quand même inacceptable, comme je le vois chaque fois, que certains pays empêchent d'autres pays à avancer. Et lors du dernier Conseil, si on ne s'était pas réunis à 17, nous ne serions pas parvenus à un minimum d'accord. Là aussi, je ne vais pas abuser de la tribune, il faudra travailler avec la Finlande, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas. Il y a plein de choses à faire en union bancaire, mais ça reste, je pense, atteignable et possible. Alors voilà, encore un tout dernier mot, vraiment le tout dernier. Vous savez, on a besoin vraiment, outre ce que je viens d'indiquer, d'un plan de relance. On commence. Il y a encore 10 mois, quand on parlait de relance, en tout cas dans les instances où j'allais, c'était comme si je disais une grossièreté. Il ne fallait parler que d'austérité. On chemine.
Mais mes chers amis, attention. La droite, quand on dit relance, elle me répond Bolkestein. Et elle dit, mais enfin vous, nous, les socialistes, à cause de vous, vous avez freiné ce brave Bolkestein. Vous n'avez pas voulu que l'on soit dans la liberté totale, la dérégulation qui aurait tout réglé automatiquement. Et donc il y a un double combat, celui de faire de la relance et celui de le faire sans se laisser à nouveau piéger, comme on a pu le faire tant de fois par une idéologie de droite. Et enfin, vous savez, on doit se poser des questions. Pourquoi la droite en Europe est devenue si forte? Elle est devenue si forte et c'est en fait le fruit de notre succès. Nous avons, entre socialistes et sociodémocrates, tellement travaillé, tellement fait avancer le standard de vie, tellement soutenu par tout un système l'élévation de la qualité de vie qu'aujourd'hui, et on le voit dans certains pays, je ne vais pas les citer, bon nombre de citoyens, on a beau leur parler d'emploi, d'avenir, en fait, ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Et par rapport à cela, je pense qu'il faut y réfléchir. Nous avons réussi à élever, par rapport au reste du monde, on a en Europe un modèle de société qui est exceptionnel. On a réussi. Mais donc, quand nous tenons un discours qui est un discours offensif sur des domaines essentiels, je pense que ça ne suffit plus. Il faut un discours à la fois qui rassure, qui garantisse, qui fasse en sorte qu'on explique aux citoyens européens que nous sommes là aussi pour les protéger. On est là aussi, bien sûr, pour les libertés, on est là aussi pour la prospérité. Et c'est cet ensemble qu'on doit peut-être intégrer. En tout cas, toute chose appartient à qui la rend meilleure. Mon cher Président, je ne doute pas qu'avec vous, nous rendrons l'Europe meilleure. Merci.